Bonjour, je me présente, Jocelyne Attia, je suis praticien hospitalier au centre hospitalier Lyon-Sud. Je vais vous parler essentiellement des hormones, en fait de la contraception chez les femmes avec déficience intellectuelle. Alors les questions, il y en a pas mal, puisque vous en avez vu déjà une grande partie, il faut séparer sexualité et donc les risques de cette sexualité, c'est-à-dire infection sexuellement transmissible et surtout grossesse non désirée. Alors, quelques chiffres, juste pour vous dire que l'espérance de vie de ces jeunes femmes s'est allongée, qu'elles ont plus de pathologies, donc il faudra savoir les rechercher. Elles ont un petit peu plus de diabète insulinodépendant, plus de dysfonction thyroïdienne, plus de problèmes de surpoids et d'obésité, et surtout donc une ménopause plus précoce, donc plus de 70% est une ménopause autour de 46 ans, avec toutes ses conséquences cardiovasculaires, ostéoporose, etc. Donc, l'accès à la sexualité, on vient de vous le présenter, je ne vais pas revenir dessus, simplement, donc, c'est évident que l'information et l'éducation à la sexualité et à la contraception des personnes handicapées sont des missions de santé publique. Donc, on vous a présenté des programmes d'éducation sexuelle adaptés afin de mieux appréhender donc, cette sexualité, la contraception inhérente à cette sexualité. Alors, les particularités de ces personnes donc, en situation de handicap intellectuel, c'est la contraception adaptée, choisie. Donc, c'est pas facile, puisqu'il faut accepter donc, qu'elle ait des relations sexuelles, qu'elle soit accompagnée, et les éventuelles conséquences de ces contraceptions que sont l'échec contraceptif ou l'intolérance à la contraception. Les questions donc sont multiples, vous voyez, on va le voir. Ça implique les parents, ça implique les professionnels de santé, les accompagnants. Juste un petit mot sur les risques de l'infection au papillomavirus, pour vous dire qu'on peut la prévenir grâce à la vaccination, puisque les préservatifs ne sont pas suffisants. Donc vous savez que ça passe la barrière des préservatifs, le papillomavirus, contrairement donc à l'HIV. Alors, juste pour vous donner les dernières recommandations, où il est recommandé dans la population générale, donc pour toutes les jeunes femmes, cette contraception entre 11 et 14 ans. Et c'est d'autant plus efficace que ces jeunes femmes n'ont pas été exposées au risque d'HPV. Donc, le schéma vaccinal, c'est le suivant. C'est soit un schéma quadrivalent, soit un schéma bivalent, mais c'est toujours entre 11 et 14 ans, avec 2 doses espacées à 6 mois. Et si c'est un peu plus tard, c'est 3 doses à 0, 2 et 6 mois pour le quadrivalent et 0, 1 et 6 mois pour le bivalent. Sans oublier que même si ces jeunes femmes sont vaccinées, je reviens juste sur la diapositive précédente, vous voyez ici que le dépistage continue à être recommandé, dépistage par frottis tous les 3 ans, à condition d'avoir fait 2 frottis normaux, et ceci entre 25 et 65 ans. Bien entendu, les jeunes femmes qui n'ont pas eu de rapport sexuel ou qui ont été hystérectomisées n'auront pas de frottis. L'efficacité contraceptive, elle est définie par un indice qui est l'indice de Pearl. Donc cet indice fait que plus vous êtes proche de 0, plus la contraception est efficace. Donc vous voyez qu'ici, je vous ai mis le tableau de l'OMS qui rapporte les différentes méthodes contraceptives, et tout ce qui est en bleu foncé, ce sont des méthodes qui sont très efficaces. Dans ces méthodes très efficaces, vous avez l'implant, évidemment donc la vasectomie et donc la ligature donc chez les femmes. Vous voyez le DIU, c'est-à-dire le dispositif intra-utérin qui soit au cuivre ou hormonal. Vous voyez les contraceptifs oraux combinés, les contraceptifs de type implant, le patch, l'anneau vaginal, qui sont des contraceptions œstroprogestatives. Donc, vous voyez les différentes méthodes. Sur ces différentes méthodes, vous avez les contraceptions œstroprogestatives, les contraceptions progestatives seules, la contraception d'urgence, les dispositifs intra-utérins, les méthodes de stérilisation, les méthodes barrières et naturelles, qui pour moi ne sont pas à recommander chez ces personnes-là, qui peuvent avoir d'extrêmes difficultés à utiliser les préservatifs, à moins donc qu'il y ait un accompagnement, comme vous l'a expliqué
sur le précédent diaporama de ce qui est fait actuellement pour les accompagner. Dans la contraception progestative, donc d'abord on va voir celle qui est le plus utilisée, l'œstroprogestative, qui utilise donc œstrogène plus progestatif. Vous avez essentiellement des formes orales et d'autres formes galéniques qui sont le patch, comme vous le voyez ici, à condition de varier donc la disposition des patchs et de ne pas le mettre sur des zones où c'est graisseux. Et puis vous avez l'anneau vaginal qui peut être utilisé chez certaines patientes avec déficience intellectuelle, à condition de bien leur expliquer si elles ont l'habitude de mettre des tampons. Ce sont des petits anneaux qui sont donc très souples et que l'on met une fois par mois. Dans les dispositifs intra-utérins, je vous montre les différents dispositifs. Vous voyez que vous en avez de nombreux qui sont au cuivre et qui peuvent être utilisés chez la nullipare sous condition. Et si on a le temps, je vous exposerai les différentes conditions. Ce sont donc ces dispositifs sont très intéressants. Ils sont sans hormones, donc les conditions devant être respectées. Effectivement, quand il y a des contre-indications à certaines hormones, en raison d'antécédents, nous le verrons, nous pouvons utiliser donc les stérilets au cuivre. Alors, j'aime pas le mot stérilet parce qu'il y a stérile dedans, c'est plutôt dispositif intra-utérin qu'il faut utiliser. Et ensuite, nous voyons donc les progestatifs. Donc, les progestatifs, ce sont des pilules progestatives seules, comme son nom l'indique. Il n'y a pas d'œstrogène. Donc, c'est uniquement un progestatif seul, qui n'a pas les mêmes contre-indications que les œstroprogestatifs. Et vous voyez qu'il y a l'implant. Donc, je vous ai mis une petite photo de l'implant. On met un petit patch avant anesthésiant et on le met. Ça fait une petite cicatrice de 2 mm et ça dure 3 ans. Voilà comment on le pose. Un petit peu, c'est une forme... C'est comme une petite allumette, en fait, très souple et qu'on sent sous la peau, dans le bras qui n'est pas dominant, c'est-à-dire si elle est droitière, on mettra dans le bras gauche. Donc, le dispositif intra-utérin hormonal, c'est pareil, ça contient des progestatifs. Il y en a de 2 types. Donc, pour les femmes qui ont déjà accouché, pour les femmes qui n'ont pas accouché, les nullipares, il y a possibilité de mettre donc un stérilet hormonal. Celui-là est valable 5 ans, celui-là 3 ans. Donc pour l'instant, je vous ai fait un petit, j'allais dire, un déroulement des différentes méthodes. Ensuite, on voit s'il y a des contre-indications, s'il y a des indications à pouvoir donner telle ou telle contraception. Alors comme vous le savez en France, c'est la méthode par la contraception œstroprogestative qui est encore dominante, malgré la crise qu'il y a eu en 2013 sur les contraceptions dont tout le monde a entendu parler, des 3e générations, qui augmentaient le risque thromboembolique. À condition de respecter les contre-indications. Je ne vais pas vous faire un catalogue de ces contre-indications, hein, ça serait bien trop long, mais je vais vous donner les principales contre-indications. Je vous laisserai le diaporama dans lequel j'ai détaillé tout ça, si ça vous intéresse, donc je l'ai laissé. Donc vous avez des contre-indications d'ordre cardiovasculaire qui sont les principales contre-indications, avec les maladies thromboemboliques veineuses et artérielles, les contre-indications d'ordre métabolique qui sont essentiellement l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie et donc certains diabètes, les contre-indications d'ordre hépatique comme pour tout médicament qui passe par le foie, et puis pour les femmes donc plus âgées, les contre-indications d'ordre carcinologique, puisque donc pour les cancers hormonodépendants, c'est formellement contre-indiqué. L'HAS a publié, et c'est téléchargeable sur le site, toutes les fiches concernant donc ces prescriptions de contraceptifs, en mettant, vous voyez, des logos verts pour les méthodes utilisables, jaune pour les avantages qui sont supérieurs aux inconvénients avec surveillance, orange, les risques normalement sont beaucoup plus importants, mais ça peut être la dernière méthode s'il n'y a pas d'autres méthodes utilisables avec une surveillance extrêmement rigoureuse. Et rouge, c'est formellement contre-indiqué. Alors, je vous ai fait donc les différentes contre-indications. La principale contre-indication, et je le répète, c'est la maladie thromboembolique veineuse. Veineuse, ça veut dire qu'on fait des caillots donc, dans les veines et qui peuvent donc entraîner des embolies pulmonaires.
c'est surtout avec l'âge que ce risque augmente, avec certaines conditions, l'obésité, des facteurs acquis, des voyages en avion supérieurs à 5 heures, des interventions chirurgicales avec immobilisation et certaines thrombophilies héréditaires. Donc ça, c'est en interrogeant les parents que vous saurez s'il y a donc ces thrombophilies. Alors, quels sont les risques avérés de ces contraceptifs? Ils sont faibles, ils sont très faibles, mais ils sont là. Donc, vous voyez que dans une population générale, le risque n'est pas de 0 de faire une thromboembolie, il est de 2 pour 10 000 femmes utilisées. Donc, quand vous prenez un œstroprogestatif de 2e génération, et c'est ce qui est recommandé actuellement, quand on débute une contraception en l'absence de contre-indication, vous doublez le risque. Donc, vous passez à 5 pour 10 000, d'où l'intérêt de vraiment cet interrogatoire pour savoir s'il n'y a pas de facteur de risque. Et ce facteur de risque, c'est la première année d'utilisation. Donc je déconseille, à partir du moment où on utilise une pilule, de l'arrêter très souvent, parce qu'au bout de 4 semaines d'arrêt, vous revenez à ce risque de la première année d'utilisation. Donc quand on prend une pilule, il n'est absolument pas nécessaire de l'arrêter régulièrement. Et vous voyez que quand vous utilisez l'anneau ou le patch, ça augmente légèrement le risque. On passe de 5 à 6 pour 10 000. Et par contre, avec les pilules 3e génération, vous augmentez les risques à 10 pour 10 000 années d'utilisation. Donc on ne peut pas l'utiliser en première intention. Voilà. Donc ces effets indésirables étant dits, ce sont des effets rares qui sont associés donc à tout risque de prescription de pilules œstroprogestatives la première année d'utilisation, mais le bénéfice-risque de la contraception œstroprogestative reste favorable. Il est utilisé pour les femmes qui ont des dysménorrhées primaires très invalidantes, ce qui peut être le cas chez ces jeunes femmes, puisque ces jeunes femmes ont les mêmes problèmes que toute jeune femme. Elles ont des règles douloureuses, elles peuvent avoir des règles abondantes. Donc ça agit là-dessus, puisque, effectivement, on bloque l'ovulation. Donc je ne reviens pas sur ça, puisque quand on a eu un antécédent thromboembolique veineux, c'est une contre-indication formelle à l'utilisation d'une pilule œstroprogestative. Mais vous voyez qu'on peut mettre un stérilet, qu'on peut donner des pilules progestatives seules et des stérilets aux hormones, puisque ces progestatifs n'augmentent pas le risque thromboembolique veineux, à condition qu'on ne soit pas, bien sûr, à la période de crise, c'est-à-dire que le traitement doit être terminé de la thrombose. Les facteurs de risque artériels, vous les connaissez tous, c'est l'obésité, les migraines, l'hypercholestérolémie, le diabète, la consommation de tabac, qu'est-ce que je vous ai oublié? L'hypertension artérielle. Donc là, je ne reviens pas dessus. Simplement pour vous dire que si on a une hyperlipidémie sévère, je vais mettre là, si on a une hyperlipidémie sévère et que le cholestérol LDL est supérieur à 2,20, il faut arrêter la pilule œstroprogestative, de même que si on a une hypertriglycéridémie. Pareil pour la tension, si on a une hypertension artérielle franche, effectivement, on ne va pas mettre en route, vous voyez c'est rouge, une pilule œstroprogestative. Par contre, on pourra effectivement mettre en route une pilule progestative seule ou mettre un stérilet. Le tabac, c'est le mal du siècle, c'est le mal de la femme. C'est vraiment un problème extrêmement grave sous nos climats, puisque ce risque augmente et on ne sait pas comment l'arrêter. Et les femmes, maintenant, rejoignent les hommes là-dessus et sont beaucoup plus fragiles à la consommation de tabac. Et on sait que si on consomme plus de 15 cigarettes par jour et qu'on utilise la pilule œstroprogestative, on a des risques artériels augmentés d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires artériels. Donc, passé 35 ans, s'il y a un facteur de risque supplémentaire, donc on ne va pas donner la pilule œstroprogestative. L'obésité, c'est quand même un problème important ici. Est-ce qu'on peut donner une pilule œstroprogestative à une femme en situation d'obésité? Eh bien, c'est oui, sous condition, effectivement, qu'il n'y ait aucun autre facteur de risque. Vous voyez, ça n'est pas une contre-indication. On va surveiller le poids, on va les surveiller et on va surtout voir si elles tolèrent bien cette contraception et surtout le premier mois où on a mis en route la pilule. Donc si on a des facteurs de risque, ce que je voudrais vous reteniez, c'est que si on a des facteurs de risque
un seul facteur de risque supplémentaire à l'obésité, on ne pourra pas donner une œstroprogestative et on passera à une progestative ou à un dispositif intra-utérin. Donc en pratique, on va toujours évaluer bénéfice-risque de chaque contraception et on va interroger, et c'est le temps le plus important pour regarder s'il y a des facteurs de risque familiaux, cardiovasculaires, neurologiques, prises médicamenteuses qui peuvent interférer avec la pilule œstroprogestative. On va interroger sur les règles, si elles sont douloureuses, abondantes, s'il y a de la pilosité, s'il y a de l'acné, pour pouvoir adapter la contraception. L'examen clinique, donc là aussi c'est difficile parce que vous savez que normalement on propose un examen gynécologique, mais pas la première fois. On va essayer de la préparer, donc cette consultation, même chez une jeune femme qui n'est pas en situation de déficience intellectuelle. On va les préparer à cet examen. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, le frottis n'est obligatoire, n'est recommandé qu'à partir de 25 ans. 25 ans, donc si on a eu des rapports sexuels. Donc avant, il n'est pas nécessaire de faire un examen gynécologique. On peut se contenter du poids, de la taille et de la tension. Donc ça n'est pas l'examen gynécologique n'est pas nécessaire la première fois. Par contre, les examens sanguins, donc si vous avez des facteurs de risque comme l'obésité, si vous avez un risque de diabète, des antécédents familiaux, on fera une prise de sang avant la mise en route de la contraception. Donc cette prise de sang comprendra cholestérol, glycémie et triglycérides, et on le fera tous les 5 ans, sauf facteur de risque survenant entre-temps. On va pouvoir démarrer en quick start, c'est-à-dire la première fois où vous voyez la jeune femme, vous pouvez démarrer la contraception. Donc elle ne sera efficace qu'au bout de 7 jours, mais ça ne fait rien, on le démarre en quick start. Donc c'est ce qu'on appelle, on démarre tout de suite et on prend le comprimé dans l'ordre du pilulier. Alors moi je suis assez favorable à des schémas sans règles, donc, ou avec des schémas avec des règles diminuées, puisqu'elles se plaignent souvent. Donc dans les recommandations internationales, donc la principale plainte, c'est ces règles abondantes et douloureuses. Donc, comme vous le savez, les pilules peuvent arrêter les règles, et en particulier les pilules progestatives seules peuvent les arrêter de façon très importante. 90% des femmes disent avoir des règles diminuées et plus d'un quart n'ont plus de règles avec ces pilules progestatives seules. Quand on parle de pilules, donc on parle aussi après de visite pour voir si tout va bien. On reverra ces patientes à 3 ou à 6 mois, voir la tolérance, l'observance, les questions, voir s'il y a des résultats des bilans biologiques si on ne les a pas demandés immédiatement. Ce qui est important, c'est vraiment de les interroger, de savoir comment elles tolèrent, si elles n'ont pas de nausées. J'ai terminé. Donc, cette ordonnance de pilules, quand tout va bien, peut être renouvelée tous les ans. Donc, si on met un implant, c'est tous les 3 ans. Donc, voilà, le bilan c'est fait. Et puis, je termine sur cette diapositive. Choisir une contraception, ça n'est pas facile. Ces jeunes femmes ont les mêmes problèmes que toutes les femmes de leur âge. Elles ont les mêmes problèmes par rapport à leur menstruation, par rapport à la douleur, par rapport aux mastodynies, c'est-à-dire aux douleurs des seins. On doit respecter les mêmes contre-indications pour elles que pour toutes celles qui sont en âge de procréer. Et donc, cette capacité à choisir la contraception n'est pas toujours simple, de se faire aider donc, par les personnes qui les entourent. Et on doit essayer au mieux de faire un choix éclairé donc, de cette contraception. Alors là, la participation du partenaire sexuel, c'est une autre question qui est ouverte. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis on passe aux questions.